Bonjour à tous. Chose promise, chose due, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, je vous avais promis une vidéo, en l'occurrence un audio, sur la différence qu'il y a entre une diététicienne ou un diététicien, une nutritionniste, un médecin nutritionniste et un ou une coach en nutrition. La différence fondamentale réside dans la certification et la valorisation des diplômes. Le métier de diététicienne est une profession de santé réglementée. Pour être diététicienne, il y a 2 voies possibles, 2 diplômes d'état possibles, le BTS diététique ou encore le BUT génie biologique option diététique. Ce sont les 2 uniques voies possibles pour accéder à cet emploi. Le titre est protégé par la loi et la profession est inscrite au répertoire ADELI. C'est le petit numéro qui va servir pour vous référencer et potentiellement que votre patientèle pourra donner à sa mutuelle pour qu'elle le rembourse si elle le prend en charge les consultations. Le rôle d'une ou d'un diététicien, c'est d'élaborer des plans alimentaires personnalisés, mais surtout de prendre en charge des pathologies nécessitant une alimentation adaptée. La plupart du temps, les diététiciennes, les diététiciens interviennent majoritairement en milieu hospitalier ou en restauration collective parce que des grands principes de diététique doivent régir les menus qui sont délivrés dans les restaurants collectifs. J'entends par là les cantines des écoles, justement les hôpitaux, bref, les collectivités. Le diététicien va être en capacité de prendre en charge ce qu'on appelle des biens portants, donc des personnes en bonne santé, mais va essentiellement être formé à prendre en charge des pathologies liées à l'alimentation. Alors, certaines pathologies semblent évidentes, comme le diabète, qui est un problème lié à la gestion du sucre dans le sang, donc de la glycémie, mais également à des pathologies qui le sont un peu moins, comme l'insuffisance rénale, qui nécessite un contrôle extrêmement précis des protéines et du potassium, ou encore les maladies cardiaques, qui vont nécessiter une grande attention au niveau des lipides, donc des graisses. L'approche du diététicien est relativement pratique, centrée sur l'alimentation au quotidien, mais encore une fois, tournée davantage vers la pathologie, ou tout du moins la prévention de la pathologie, et ça au niveau de toutes les sphères dans lesquelles il va être amené à travailler. À titre d'exemple, parce que c'est toujours beaucoup plus parlant avec des exemples, quand on est diététicienne auprès d'une restauration collective dédiée aux enfants, enfin un restaurant collectif pour enfants, donc dans les écoles, dans les centres aérés, etc., on doit répondre à de grands principes diététiques peu connus du grand public, notamment le fait que chaque menu doit contenir au moins un fruit ou un légume cru, afin que les apports nécessaires en vitamines thermosensibles soient respectés. Et les vitamines thermosensibles, c'est quoi ? Ce sont les vitamines qui vont disparaître à la cuisson. Par exemple, les aliments qui contiennent le plus de vitamine C, donc les agrumes, les kiwis, les poivrons et les brocolis, aux grandes dames de ceux qui détestent ça. Une fois qu'ils vont être cuits, la vitamine C va disparaître à hauteur de 30 à 50% en fonction du mode de cuisson, voire 70% si c'est une ébullition prolongée. Autres vitamines thermosensibles, il y a les vitamines du groupe B, donc les vitamines B1 et les vitamines B9. Donc les B1 sont sensibles à la chaleur et les B9 très sensibles à la cuisson aussi. On perd 40 à 60% selon la méthode. Et ce sont des vitamines qu'on retrouve dans les céréales complètes, les légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, lentilles, pois en général, pois cassés, poissons et graines. Parmi les autres grands principes que l'on doit respecter en restauration collective, il va y avoir, on va dire que celle-ci, sur le fruit et le légume cru par repas, c'est celle qui est la plus, on va dire, précise. Les autres, en fait, on surfe sur des grands principes comme la variété des aliments, l'alternance des protéines, mais quand même au moins un poisson par semaine. Limitation du gras, du sucre et du sel, bien entendu. Et je dois l'avouer, c'est un des principes qui régit encore l'élaboration de mes menus personnels chez moi, dans mon propre foyer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si un enfant nécessite à minima
un fruit ou un légume cru par repas pour couvrir ses besoins en vitamines, un adulte en a nécessairement besoin. Pourquoi ? Parce qu'un enfant entre 1 et 12 ans aura besoin de 15 à 80 mg de vitamines par jour. De vitamine C, j'entends. Je prends toujours l'exemple de la vitamine C. Un adulte, lui, a un besoin entre 75 et 110 mg. Donc vous imaginez un petit peu, c'est quasiment le double en fonction de l'âge. Donc pour vous donner un exemple d'un menu qui serait diététiquement opérationnel au niveau de la couverture des vitamines, voilà, on aurait des haricots verts en persillade en entrée, un poisson ou même une viande rouge, peu importe, avec des pommes de terre et des carottes Vichy à la crème. On pourrait avoir ensuite un petit morceau de fromage si ça vous plaît, une poire, une pomme, une orange, peu importe, crue en fin de repas, étant donné que dans le reste du menu, a priori pas de crudité. C'est un grand principe qu'il est plutôt bénéfique d'avoir en tête et qu'il est très facile de mettre en place. Et à ce stade, un petit rappel s'impose sur ce à quoi servent les vitamines C. Les vitamines C sont indispensables à maintenir notre corps en bonne santé, pour la simple et bonne raison qu'elles vont soutenir le système immunitaire. Les vitamines C vont stimuler les globules blancs, donc les petits agents censés lutter contre les invasions de virus dans notre organisme. Donc elles améliorent la défense contre les bactéries et les virus, et elles peuvent réduire légèrement la durée des infections respiratoires. Deuxièmement, elles vont permettre la fabrication du collagène, qui va être indispensable dans le maintien du tonus de la peau, mais aussi dans la consolidation des gencives, des os, du cartilage, des tendons. Les vitamines C vont être également un antioxydant puissant, neutraliser les radicaux libres, ceux qui sont liés à votre vieillissement, ni plus ni moins, et régénère la vitamine E oxydée. Alors c'est un jargon un peu compliqué. Tout ça pour dire que tous les éléments qui accélèrent notamment le vieillissement de votre peau vont être anéantis par la présence de vitamine C. Donc, si vous trouvez que vous avez un petit relâchement cutané, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin, la vitamine C va permettre l'absorption du fer. Les femmes, et surtout les femmes enceintes, à cause de leur menstruation, vont être plusieurs fois dans leur vie, peut-être, victimes de ce qu'on appelle une anémie. Une anémie, c'est une carence en fer. Le problème, c'est que ce qu'on oublie souvent de rappeler et de dire à ces femmes anémiées, c'est qu'on aura beau manger toutes les sources de fer possibles, si on ne mange pas de vitamine C, on n'arrivera pas à absorber ce fer convenablement. Pour une meilleure absorption, on dit toujours qu'il faut coupler une source de fer avec une source de vitamine C. Admettons, des lentilles avec du jus de citron. Je ne vous ai pas dit de presser votre citron au-dessus de vos lentilles parce que je ne suis pas persuadée que ça soit très bon. Mais en revanche, il faut essayer autant que faire se peut de les manger dans le même repas. Enfin, bien entendu, et c'est malheureusement l'unique vertu pour laquelle on connaît la vitamine C, c'est qu'elle participe à la synthèse de certaines hormones qui contribuent à la réduction de la fatigue. Donc en gros, ça va nous donner du tonus. Pour résumer, la vitamine C, elle sert principalement à renforcer l'immunité, à produire du collagène, à protéger les cellules, donc être antioxydant, à améliorer l'absorption du fer et à réduire la fatigue. Donc un fruit ou un légume cru par repas, pour toutes ces vertus-là, c'est vraiment pas cher payé. Personnellement, je préfère les fruits en version crue, mais il y a des gens qui préfèrent les crudités, qui préfèrent les légumes en crudité, pas de souci, du moment qu'il y en a au moins un par repas quand c'est possible. Bien entendu, en fonction des saisons, ça va être plus facile que d'autres et l'excès de crudité peut également donner des maux de ventre. Toujours en respectant des principes qui vont être le plus éloignés possible de l'excès, on peut maintenir des repas 100% équilibrés et qui conservent
les apports dont on a besoin naturellement, sans forcer. Le médecin nutritionniste, lui, est un médecin diplômé qui a suivi en plus de son doctorat en médecine une formation en nutrition. Formation complémentaire, un DU, un DESC, etc. Il peut prescrire des médicaments, des bilans biologiques, des examens, grâce à sa casquette de médecin. Il peut prendre en charge une obésité sévère avec complications, des troubles du comportement alimentaire, des pathologies métaboliques, cholestérol, diabète complexe, faire des suivis avant-après chirurgie bariatrique. Tout ça grâce à sa casquette initiale de médecin généraliste. Il va proposer une approche médicale complète, de la prescription du médicament à la coordination avec un endocrinologue si problèmes hormonaux. Ses compétences et surtout ses possibilités sont très vastes. La plupart du temps, on va retrouver ce genre de médecin en cabinet libéral. Le nutritionniste, quant à lui, fait référence à un terme qui n'est pas du tout réglementé. En France, n'importe qui peut se dire nutritionniste. Il peut s'agir d'un coach, d'une personne sans diplôme reconnu. Le mot nutritionniste ne garantit pas un niveau de formation précis. Quant au coach en nutrition, même combat. Sa formation est variable, sa certification privée, parfois aucune formation reconnue, ne fait pas partie des professionnels de santé. Son rôle, en revanche, peut être lié à la motivation, aux conseils généraux sur l'alimentation, mais encore une fois, qu'il a appris on ne sait où, générer des programmes orientés performance pour les sportifs. Il peut accompagner lors d'un rééquilibrage alimentaire, challenger sur la perte de poids, mais encore une fois, le terme le plus important dans cet intitulé reste le terme coach, un terme générique qui n'est gage d'aucune certification réelle et réglementée. Il ne peut pas traiter une maladie, il ne peut pas prescrire, il ne peut pas établir un régime thérapeutique. Cet épisode n'a pas pour but de dénigrer le travail de certaines personnes passionnées par un sujet. En revanche, il est là pour mettre en garde sur les compétences réelles que peuvent avoir les personnes vers qui vous allez vous tourner pour vous aider à reprendre le contrôle sur votre alimentation. Seul le diététicien et le médecin nutritionniste ont un diplôme reconnu. Loin de moi l'idée de vous faire peur, mais ça me tenait à cœur, dès ce 2e épisode de mon podcast, de vous expliquer exactement ce par quoi on peut passer en tant que professionnel de santé qui lutte contre des incohérences et surtout un manque de visibilité et de compréhension de son métier. J'espère que cet épisode vous aura permis de voir un petit peu plus clair quant aux personnes vers qui il faut se tourner quand on a besoin d'aide ou juste de petits éclaircissements au niveau de l'alimentation. Alimentation qui est l'un des piliers fondamentaux du bien-être et d'une hygiène de vie. Sur ce, j'espère vous retrouver lors d'un prochain épisode et je vous dis à très vite.